Du coup, je m'adresse à la caméra. Bon, vous m'excuserez, messieurs. Je vais vous regarder quand même. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Lever ou céder dans le contexte actuel. Merci à tous les participants en ligne qui nous regardent et puis merci aux personnes qui sont venues en physique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Finance Innovation, on est le cluster de la finance digitale. On accompagne les startups dans la recherche de financement, de visibilité, de business. Je ne vais pas passer plus de temps à nous introduire, mais voilà, je vais laisser la parole à Christophe, le modérateur de cette table ronde. Merci à tous d'être présents. Merci Lucille. Bonjour à tous. Donc mon nom est Christophe Gauthier, je serai l'animateur de cette table ronde. Je travaille pour la banque d'affaires L'Argilière Finance après une carrière d'entrepreneur et de cédeur. Voilà. Donc merci de votre présence à tous ici dans cette salle et en ligne à notre table ronde Lever, céder, s'adosser en 2024. Les 24 derniers mois ont été compliqués pour le financement des fintechs. Aujourd'hui, nous aborderons des thèmes tels que comment s'annonce le marché en 2024 et notamment celui des levées en seed, en série A et au-delà. Le rythme soutenu des opérations de M&A sur les fintechs relevées en 2023 se confirme-t-il en 2024 ? Quelles sont les différentes options à ce jour pour un fondateur de start-up de fintech pour financer sa croissance? Quelles leçons à tirer pour les entrepreneurs? Et pour cela, nous avons aujourd'hui un panel très diversifié composé de 3 CEO, d'une banque d'affaires, d'un avocat pour évoquer ces sujets. Donc, je vous propose, c'est que tout de suite, on commence par un petit tour de table rapide pour vous présenter chacun en 1 minute. Pierre. Bonjour à tous, Pierre Keinec. Donc, je suis CPO, Chief Product Officer du groupe Silae. Silae qui est un acteur donc SaaS de leader de la paye. Précédemment, donc j'ai fondé 3 sociétés, une que j'ai revendue à une private equity, 2 à des industriels. Voilà, pour faire très simple. Bonjour à tous, Benjamin May, je suis avocat, je suis un des fondateurs du cabinet Aramis. Je m'occupe principalement de tech, et plus spécifiquement de fintech. Et dans une vie parallèle, je suis aussi entrepreneur et j'ai fondé 2 sociétés, l'une dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'autre dans le photovoltaïque. IA pour les avocats? Non. Gestion des risques, pilotage des risques pour les grandes entreprises en matière d'IA. Je vous en parlerai après si vous voulez. Bonjour, Alexis Normand. Donc je suis le DG et cofondateur de Greenly. On est une plateforme qui permet de faire son bilan GES ou sa trajectoire de décarbonation pour les PME et les ETI. On existe depuis 5 ans et on a environ 180 collaborateurs. Bonjour, Alexandre Arcous, je suis CEO d'Airfund. Airfund est une plateforme de distribution des fonds de private market, infrastructure, private equity, venture, private debt, etc. Et on match l'offre et la demande entre donc les promoteurs de fonds et les distributeurs des fonds qui sont les banques privées, les CGP et les family office. Et auparavant, j'avais créé Bissam que j'ai vendu aux États-Unis à FactSet. Et bonjour à tous. Pour terminer, donc moi je suis Nicolas Ibanez, je suis associé de l'Argilière Finance, plus particulièrement en charge des services financiers et 2-3 mots sur l'Argilière. Donc l'Argilière, c'est une banque d'affaires qui existe depuis maintenant 2005. On est 35 collaborateurs sur Paris, Lyon et Nantes, dédiés à des opérations small et mid cap sur plusieurs secteurs, dont les services financiers et la tech digitale qui représentent les 3/4 des opérations que l'on accompagne. Merci à tous pour ce tour de table. Donc, écoute, Nicolas, je m'adresse à toi, car tu as un poste d'observation idéal sur les levées et les opérations des M&A sur les fintechs. Est-ce que tu peux nous donner ta vision du marché en 2023, qui avait été assez compliqué avec un léger redressement en fin 2023, et surtout aussi des tendances que tu vois en 2024 pour les fintechs? Voilà, je te passe la parole. Merci Christophe. Oui, alors je vais prendre mes notes, excusez-moi, mais globalement, ce qu'on observe, c'est que il y a eu une période un peu de rêve qui était post-Covid sur deuxième semestre 2020 jusqu'à la fin du premier semestre 2022, où les valos ont très fortement augmenté, essentiellement lié au fait qu'il y avait beaucoup de liquidités sur le marché. Les fonds de capital risque et de capital développement ont levé énormément d'argent qu'ils ont derrière réinvesti dans l'activité. Ça, c'était le monde un peu d'avant. Donc ça a été une parenthèse enchantée de 2 ans.
Ce qu'on a observé en revanche à partir du deuxième semestre 2022, c'est un très fort ralentissement des opérations de levée de fonds. On reviendra sur le M&A ensuite, sur les fintech. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2023, il y a eu 136 opérations de levée de fonds pour les fintech, ce qui est une relative faible par rapport à 2022, parce qu'on était à 151 opérations. En revanche, en termes de montant investi, là, il y a eu une significative chute, parce qu'en 2022, on était à 2,5 milliards d'euros investis à destination des fintech, et ce chiffre est tombé à 1,1 milliard en 2023. Ce qu'on observe, c'est que globalement, cette baisse des fonds levés, elle a été directement impactée par la hausse des taux d'intérêt et le manque, la raréfaction, des levées de fonds pour le secteur. 2024, c'est une année un peu intermédiaire, on va dire. Depuis le début de l'année, ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a une reprise des opérations. Alors, ça reste toujours pas sur les niveaux de 2021 et 2022. En revanche, effectivement, il y a une reprise des opérations de levée de fonds et de M&A sur le secteur. Est-ce que tu peux nous dire si tu vois une évolution des valos depuis 12 mois Alors, pareil, sur la même période, on a eu une explosion des valos en 2020, 2021 et 2022. 2023, moins d'opérations, donc mécaniquement un impact sur les valorisations. Donc les valos sur les fintech ont quand même pas mal dévissé, surtout pour les sociétés qui étaient en manque de croissance et en manque de rentabilité. L'EBITDA est revenu au centre des discussions, ce qui avait été un peu oublié sur la période 2020-2022. Donc aujourd'hui, les investisseurs recherchent plutôt des actifs qui ont des croissances raisonnables, mais de la croissance rentable. Mais pour simplement un petit mot là-dessus, on revient simplement sur un marché qui est normalisé. C'est la période 2020-2022 qui n'était pas normale. Aujourd'hui, on revient sur des opérations qui sont raisonnées. Et une opération raisonnée, c'est une opération rentable. Donc sur une société qui a de la croissance et qui a une vision de rentabilité à court ou moyen terme. Pas nécessairement tout de suite, mais en revanche, qui a dans son business plan non pas de la croissance à tout crin, mais de la croissance alliée avec de la rentabilité sur une échéance assez proche. Alors, on constate que les opérations de M&A sur les fintech restent assez soutenues. Il y en a à peu près une par semaine qui est annoncée, parmi celles qui sont connues. Est-ce que tu veux commenter cette tendance ? Est-ce qu'elle se maintient ? Est-ce qu'elle s'augmente ? Le sujet, c'est que la nature a horreur du vide. Et du coup, mécaniquement, comme il y avait moins d'opérations de levée de fonds sur 2023, les sociétés, les dirigeants de fintech ont bien dû trouver du financement autre part que chez les fonds d'investissement. Donc, quand on est dirigeant d'une société qui a un sujet de cash pour son développement, soit on réduit les coûts et on serre les épaules le temps que l'actualité économique soit un peu meilleure, soit on cherche une autre typologie d'opération, et cette typologie d'opération, c'est les opérations de M&A. M&A au sens adossement industriel. Quand on lève des fonds, on peut lever des fonds auprès d'acteurs financiers, mais on peut lever également des fonds auprès d'un acteur industriel. Et cet acteur industriel, il peut intervenir en levée de fonds ou bien en rachat. Donc effectivement, c'est ce qu'on a observé sur 2023, c'est que les fonds d'investissement ont été en très net recul. En revanche, les acteurs corporate, eux, ont été particulièrement actifs. Très bien. Alors, une petite question un peu piégeuse, mais est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour les fintech en 2024 sur le marché du financement ? Alors, dans notre métier, si on est pessimiste, on arrête tout. Parce que globalement, on se bat contre des vents contraires depuis maintenant quasiment 2008. Il y a une crise tous les 6 mois. Donc, et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à dire dans notre métier qu'il faut éviter de regarder à droite et à gauche. Alors, je parle pas de l'actualité politique, mais faut regarder devant et imaginer et anticiper ce que sera le marché dans quelques mois. Donc, nous, on est particulièrement optimistes. On est également conscient que, encore une fois, la période 2020-2022 était une période exceptionnelle et il ne faut pas non plus prendre l'habitude de ces périodes exceptionnelles. Aujourd'hui, on revient sur une activité qui est normalisée. Donc oui, pour répondre à ta question, on est optimiste pour l'activité des fintechs sur les prochains mois. Très bien.
Merci Nicolas. Donc je vais me tourner vers des personnes qui sont, pour avoir discuté avec elles, résolument optimistes. Donc je vais passer la parole à Alexandre Arcous, qui est le fondateur d'Airphone. Alexandre, ton cas est très intéressant parce que tu as levé en novembre 2023, tu nous donneras quelques détails. Mais ton cas est très intéressant parce que tu as au départ voulu lever auprès de fonds d'investissement et finalement ton opération s'est réalisée auprès de deux corporates. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle opération tu as menée, comment elle s'est passée, ton cheminement et pourquoi ce choix finalement des corporates? Bon, en fait, ça rejoint ce que tu viens de dire, à savoir, nous, on avait une bonne traction en 2022, donc on avait préparé notre levée de fonds, on a démarré notre levée de fonds en début 2023 et c'était le pire moment. Quand on discutait effectivement avec des fonds d'investissement, moi dans le passé j'avais fait pas mal de levées auprès des fonds européens et américains, c'était beaucoup plus fluide. Début 2023, c'était compliqué, pression sur la valo bien évidemment. Il y avait aussi quelques problèmes de liquidité, notamment ce qui s'est passé aux États-Unis, et donc tout le monde était en mode défensive. Je vais d'abord m'occuper de mon portefeuille avant de regarder les nouveaux dossiers. Et puis effectivement, on était très challengé sur la profitabilité notamment, alors qu'on était en forte croissance. Donc, je crois que tu étais vraiment au pire moment là quand tu as lancé ta levée. Te dire, on a vraiment commencé en janvier, février 2023. Et donc, on avait quand même quelques intérêts de la part d'intérêts forts de la part des fonds, mais à un moment donné, il y a effectivement des acteurs industriels qui se sont dit tiens, nous on est plus intéressés aussi par travailler avec toi. Donc là, j'avais vraiment énormément hésité parce que j'aime pas en fait avoir mon client comme actionnaire pour dire les choses comme elles sont. Mais quand on a discuté avec eux, il y avait vraiment une possibilité. Alors je vais parler d'eux après nominativement, mais il y avait une possibilité d'apporter du business, de structurer aussi un développement international sur lequel nous on comptait énormément et notamment au niveau européen. Et donc on s'était dit c'est vraiment une bonne alternative. Et donc, on a levé 6 millions auprès d'Amundi, qui est le plus petit asset manager européen, et Indosuez Wealth Management, qui aujourd'hui, dans le monde de private market, un des leaders, en tout cas en tant que banque privée. Donc, on a fait une opération pour moi avec 3 objectifs. Bien sûr, faire notre levée. On a quand même signé 3 contrats commerciaux, mais surtout, on a défini un plan de développement européen. Après, on verra pour la partie M&A, mais clairement, on a un plan de développement européen en s'appuyant sur nos nouveaux partenaires. Très bien. Alors, tu mentionnais tout à l'heure en te présentant que tu avais réalisé 4 ou 5 opérations déjà de création d'entreprise puis de revente, et notamment sur le marché américain. Quelles sont les principales différences que tu as ressenties d'un process mené entre un fonds et un corporate? C'est quoi ton vécu? Est-ce que tu peux... Alors, c'est vrai que au niveau des fonds venture et des private equity, ils prennent plus de risques, premièrement, et ils challengent le BP, ils challengent effectivement le marché cible et puis l'expérience de l'équipe pour pouvoir mesurer s'ils sont capables de délivrer. Mais derrière, ça accélère. Ok. Là où j'ai remarqué avec les industriels, c'est plutôt le côté stratégique, le côté produit, le côté effectivement, c'est pas un investissement lambda qu'ils font, c'est vraiment quelque chose qui peut les servir aussi, mais c'est beaucoup plus lent. Donc, il faut comprendre un tout petit peu le process intérieur, le process de validation, le process effectivement de la prochaine étape. Et donc, si j'avais à le refaire aujourd'hui, je poserais plus de questions au début et pas après. Mais d'un autre côté, franchement, il y a, je dirais, plus de sécurité aussi parce que ils apportent un peu plus, je dirais, une ouverture industrielle qui est très intéressante. Pourtant, la société avec laquelle tu t'es rapproché, c'est une grosse entreprise, donc je pense avec une équipe de corporate assez développée. Pourquoi ça a été beaucoup plus long, si long, comme tu le mentionnes? Parce qu'il n'y a pas que nous. Pendant qu'ils étaient en train de
que de faire l'opération avec nous. J'ai appris quelques semaines plus tard qu'ils ont fait un rachat à 7 milliards. Donc, effectivement, moi, j'étais le petit poussin. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec ces entreprises-là, parce que c'est les mêmes équipes, en fait. Et un deal, pour eux, c'est un deal. Ouais. Et pour donner un chiffre, quand même, parce que c'est très intéressant, à un moment donné, pendant les due diligence, il y avait... pas en même temps, mais il y avait presque 70 personnes impliquées. Je me suis dit, pour alors je me dis plus une start-up parce que on est plutôt une scale-up aujourd'hui, mais pour une boîte de notre taille, ça mériterait pas 70 personnes quand même. Ouais, ça a dû leur coûter cher. Oui, mais ça, franchement, c'est du sérieux, beaucoup de vision au niveau stratégique, donc ça apporte pas mal de choses pour un entrepreneur. Moi, encore une fois, j'ai l'habitude de travailler avec des fonds venture, de private equity, donc c'est beaucoup plus dynamique, mais voilà, il y a plus de risques. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait des écarts de valorisation importants entre les deux options qui te présentaient à toi? Et deuxième question, est-ce qu'en termes de gouvernance, tu as dû faire des concessions que tu n'aurais pas forcément faites avec un fonds? Alors, merci pour la question. Au début, il y avait, je dirais, oui, une différence de valo. Mais quand on a vu, nous, l'appétit du corporate et que vraiment, ils considéraient ça comme étant stratégique pour eux et pas un investissement lambda, on s'était dit là, il y a quelque chose à faire. Et donc, on a négocié. On n'a pas lâché. Pourtant, la période était très compliquée. On n'a pas lâché. On a attendu la deuxième offre, voire la troisième offre pour dire, OK, maintenant, on est prêt à y aller. Après, c'est vrai, et c'est un bon point sur la gouvernance. Et moi, je l'avais, pour dire les choses comme elles sont, je l'avais assez mal pris au début parce qu'ils voulaient tout verrouiller de partout. Et moi, j'ai pas l'habitude. Je suis un entrepreneur, je suis à ma 5e entreprise. Voilà, j'ai plus besoin de liberté, de respirer. Et j'ai compris au fur et à mesure des réunions que c'était plus effectivement parce que ils font des achats à plusieurs milliards et que quelque part, ils m'appliquent pratiquement tout d'abord. C'était à eux de faire l'effort vers moi et pas moi vers eux, mais on a trouvé le compromis. Et donc, on n'a pas cédé sur la gouvernance. D'accord. Voilà, on n'a pas cédé. Ok, très bien. Tu as l'air d'être un bon négociateur. Et puis, peut-être dernière question. Quel conseil pratique tu donnerais à un entrepreneur qui lance un tel process avec un corporate? Si, avec l'expérience que tu as eue, si tu devais recommencer, ce serait quoi les... Je dirais que vu cette expérience-là, effectivement, il faut pas juste chercher l'argent chez le corporate, il faut aussi chercher les synergies industrielles, voire même à un moment donné envisager et what's next, c'est quoi la sortie, est-ce qu'on peut le faire ensemble, parce que là c'est quelque chose qui est important. Moi, je n'ai pas cherché à trop développer les prochaines étapes, c'est-à-dire oui, je parlais de mon développement international, européen, etc. Je n'ai pas parlé d'M&A, alors que un an après, je leur dis, maintenant, c'est bon, il faut qu'on passe à la phase M&A. Ils nous disent, oui, mais attends, tu l'avais prévu peut-être plus tard, pourquoi tu accélères? Voilà, c'est une différence de culture. Avec un private equity, ils ne m'auraient pas posé cette question-là. Si ça, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, ce que je donne comme conseil à un entrepreneur, c'est, je dirais, c'est pas une question de transparence, mais un peu plus de détails, un peu plus, je dirais, de poser tout le cadre et derrière les règles du jeu. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette franchise sur ton expérience. Je vais maintenant passer la parole à Alexis. Donc, Alexis Normand. Alexis, c'est un héros parce que faire une série B en 2024, c'est l'Everest. Pourtant, Alexis, tu as réussi, puisque tu as réalisé une des plus belles levées du premier semestre 2024 avec près de 50 millions d'euros. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton opération, comment elle s'est passée, sa durée, quels enseignements tu pourrais partager?
Je crois qu'elle est très riche. Hein. Je suis en train d'écrire une série Netflix sur le sujet. Non, je plaisante, mais il y a quand même eu beaucoup de rebondissements et c'était long et souvent douloureux, mais rétrospectivement, c'est vrai que ça fait une bonne histoire. Quelle est la durée de cette opération à partir du moment où tu as déclenché les on savait qu'on voulait le faire parce qu'on est sur un marché quand même où il y a des plateformes importants et c'est important d'être le numéro 1 parce qu'on donne des meilleures données à nos clients pour leur bilan carbone, etc. Donc on est sur un marché en pleine expansion, donc c'était important pour nous de lever versus avoir une boutique rentable, ce qui est possible aussi. Hein. Et sur un marché très concurrentiel où il y a des Américains qui ont levé 100 millions chacun, etc. Donc on a décidé en gros début 2023 de le faire. On est sur un métier en forte croissance. On avait une très bonne croissance jusqu'à en gros juin, juillet. Enfin ça a continué, mais et donc on a dit à la fin de l'été on lance un process. Donc on était aidé par une forte croissance et il se trouve que j'ai fait un recrutement stratégique de quelqu'un qui vient de la banque d'affaires qui s'appelle Laetitia Carl qui était habitué au process et comme on est aussi sur une catégorie bien identifiée où des fonds où en gros des sociétés européennes et américaines ont fait des grosses levées de fonds, tous les fonds d'investissement sont venus un moment nous voir et comme c'est un peu chronophage notre DG France CEO en gros traitait, faisait de la qualification pour savoir si c'était des gens sérieux, mais grosso modo on avait une centaine de fonds dans le funnel, hein. C'est vraiment un processus comme une vente où vous en avez 100 à l'arrivée et 5 à la fin quoi. Mais ça a permis de lancer un process en septembre. Et donc septembre-octobre, il y a eu donc heureusement que la structure de management était quand même bien en place pour que le business tourne avec des semaines où j'ai fait je sais pas peut-être 5 meetings par jour d'1 heure pendant 2-3 semaines. Donc ça commence à faire beaucoup de meetings investisseurs et les arguments se rôdent, etc. Mais donc beaucoup d'intérêt des fonds, mais nous on est sur un business où on fait de la PME, de l'ETI et de plus en plus de grands groupes. Mais en fait l'obligation de faire un bilan carbone pour les PME, elle est plutôt tous les 2 ans, 3 ans quand vous avez la pression d'un client, alors que plus vous grossissez, plus elle est forte. Donc du coup sur notre segment PME, notre rétention est plus faible. Et évidemment, les fonds américains, ils veulent, enfin tous les fonds veulent un business de logiciel où non seulement vous avez une super croissance, mais 100% de vos clients sont là et donc c'est exponentiel. Mais dans la vraie vie, c'est vrai sur certains segments de vos clients et pas sur d'autres. Et donc, comme on n'est pas non plus encore Uber, il y a une plus grosse prise de risque. Enfin, dans l'ensemble, les fonds de venture capital étaient quand même assez risque averses de ce que j'ai vu. Donc, on a une forte croissance, mais on a une petite faiblesse sur la rétention d'un segment de nos clients. Mais en même temps, on a la CSRD qui arrive comme une vraie obligation sur les sociétés de plus de 250 ou 500 salariés l'année prochaine, donc des perspectives encore plus intéressantes. Donc quand même contexte assez favorable, mais du point de vue du marché, mais assez défavorable du point de vue des fonds, de leur aversion au risque, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure que notre funnel décroît, qu'on a de moins en moins de fonds intéressés, etc., on se dit ça va sans doute marcher, mais ça va prendre plus de temps que ce qu'on pensait. Donc, comme la série B était quand même imminente, j'ai réussi à mettre un peu la pression sur 1 ou 2 fonds corporate pour avoir une note de crédit tout de suite avec une remise sur la valo pour s'acheter 6 mois de runway. Donc il y a eu et j'ai failli et puis à un moment j'ai eu une term sheet, donc j'ai failli dire non à la personne, mais finalement la term sheet s'est retirée, donc après avoir dit non je lui ai dit oui, que j'avais, enfin bref, il y a eu un peu de théâtre comme ça.
Et en parallèle, on a eu aussi ce qu'on appelle un revolving credit ou revolver credit facility, donc de HSBC, qui vous donne une facilité de dette sur votre croissance. Donc en gros, j'ai eu 18 mois de runway pour dire écoutez, j'ai pas besoin de lever maintenant. Et puis il y a eu un petit épisode où à un moment on a une term sheet et finalement on l'a pas eu. Et donc là je me suis dit, et il restait encore pas mal d'entreprises dans le funnel, mais je me suis dit c'est pas sûr que ça marche. Donc on a dit on va changer de stratégie, on va devenir rentable et on va dire ok, les derniers qui restent, soit ils investissent à tel valo minimum qui nous paraît raisonnable, soit on arrête tout et on leur dit désolé, ciao. On va devenir rentable et dans 12 mois, vu juste une projection conservatrice de ce qu'on va faire, on vaudra 2 fois plus cher. Donc c'est maintenant ou jamais. Et on est prêt à tout arrêter. Et donc c'est avec un discours assez ferme et avec des vrais actes, c'est-à-dire devenir rentable concrètement. Ça, c'était à quelle époque par rapport? Tu disais que tu avais lancé en septembre. Ça c'est vers fin octobre. Ah oui, c'était assez rapide. Fin octobre. Et par exemple, donc la France c'est à peu près la moitié de nos chiffres de vente, mais ça marche assez bien au UK et aux US. Mais quand on regarde nos ventes aux US, c'est principalement de l'inbound, donc c'est des gens qui nous contactent. Mais l'outbound, où on a des SDR qui contactent les entreprises, ça marchait pas du tout. Donc devenir rentable, ça veut dire toute l'équipe de prospection, en fait, merci, mais ça marche pas quoi. Donc on a eu des, on s'est quand même séparé de quelques personnes, mais sans que ça impacte le business. Voilà, en bon terme bien sûr, mais et puis sur le segment de net rétention, on a amorcé un recentrage de nos efforts de prospection vers justement les clients ou la rétention. Donc on a montré des actes forts que les faiblesses identifiées à raison, je pense, par les investisseurs, on était en train de les traiter. Ce qu'on voit depuis, c'est qu'on va vers des entreprises qui sont beaucoup plus fidèles et aussi notre produit s'améliore. Donc on traite tout ce qui peut faire qu'une entreprise ne reste pas. Et donc sur la base de ça, voyant que voilà, on avait bien compris la situation, on a fini par avoir des fonds qui nous fait des offres, mais avec des conditions assez dures au début. Mais on a fini par enclencher une enchère en fait et grosso modo obtenir les conditions qu'on voulait, avec un petit peu de sortie de certains business angels pour trouver la voie médiane entre l'avalo minimum dont on avait besoin parce qu'on avait du convertible quelque part et celle dont les fonds avaient besoin par rapport à leurs multiples envisagés de notre chiffre d'affaires. Et donc, en gros, on a une term sheet début décembre, due diligence, etc. À partir du moment où on a eu un lead, tous ceux qui étaient un peu hésitants, d'un seul coup, à un moment, il y avait presque plus personne. À la fin, on avait beaucoup trop de monde. Et donc là, et puis chacun de nos followers pouvait être un lead potentiel. Donc, en gros, la pression est restée forte des deux côtés. Enfin, j'étais vraiment pas. J'ai fait tout pour ne pas être l'esclave des offres des fonds. Et c'est bien terminé après un peu de stress, voilà. Peut-être que tu le racontes. Enfin, c'est un process assez rapide par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Finalement, si tu as eu une LOI au bout de 4 mois, franchement, c'est un process rapide. J'avais une question à te poser parce que depuis 2023, on voit beaucoup moins d'investisseurs US se positionner sur les fintech en Europe. Est-ce que tu as constaté cela dans la nationalité des investisseurs qui étaient intéressés sur ta levée? Alors, on a eu beaucoup d'intérêt quand même de fonds américains, on a eu beaucoup de contacts, mais c'est vrai que ils étaient beaucoup plus stricts, j'ai trouvé, dans une approche purement financière de ce qu'on faisait, avec assez peu de tentatives de comprendre le contexte réglementaire qui est quand même assez spécifique à l'Europe, de l'obligation. Ils disaient voilà, vos métriques, elles sont ci, elles sont ça. Oui, non. Revenez nous voir quand vous serez à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou que vous aurez telle métrique. Donc, il y a eu pas mal d'intérêt. On a fini quand même par avoir des fonds, mais
c'était un peu difficile à lire, mais de temps en temps, on a eu l'impression qu'il venait juste chercher de l'info et que la sincérité. Donc, comme c'est quand même assez chronophage, notre CEO, Laetitia, elle faisait quand même de la qualification de fonds pour les sortir plus vite. Je pense que les fonds européens avaient une meilleure compréhension du booster de marché qu'allait représenter certaines réglementations sur ce qu'on fait. D'accord. Et une dernière petite question, quand tu as constaté dans la première phase que ça pouvait être un peu difficile et que tu envisageais éventuellement de réduire les coûts, de revenir à l'équilibre et au profit. Ce qu'on a fait, effectivement, hein. Enfin, on était vraiment sur un sentier. D'ailleurs, à la fin de la levée de fonds, le mois où on a reçu l'argent, on était cash flow neutre. Super. Donc, on savait que c'était possible parce que nous, notre gros effort financier est sur la prospection commerciale. Donc, si on freine un peu ça, on devient assez vite rentable, en fait. Très bien. Et est-ce que tu n'as pas mentionné comme option possible qui était à un moment de te rapprocher d'un corporate pour justement financer la croissance? Parce que tu n'y as pas du tout songé ou... De fait, on a eu une note convertible d'un corporate qui s'est transformé en equity, qui est HPE. C'est parce qu'en fait nous on est assez bon sur l'empreinte carbone du cloud et du numérique, et comme eux ils font des data centers, ils trouvaient que c'était intéressant. Donc si on l'a fait quand même, mais avec un rôle minoritaire d'observateur, rien sur la gouvernance, etc. Très bien. Merci beaucoup Alexis. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre. Pierre qui travaille chez Silae. Et ce qui est intéressant, c'est que Silae, donc, lui, contrairement aux deux intervenants avant, est un acteur de la consolidation sur le marché puisque vous faites 4 à 5 acquisitions par an de start-up. Donc Pierre, comment vois-tu le marché actuel? Quel type d'opération M&A réalisez-vous? Quel profil de start-up rachetez-vous? Voilà, est-ce que tu peux nous donner ta version? Alors, déjà, peut-être par pédantisme, on rachète pas que des startups. C'est-à-dire qu'on rachète aussi des boîtes qui sont finalement des PME du software, mais qui se qualifieraient pas vraiment de start-up. Et je dis ça parce que effectivement, on a ce tropisme où on est très orienté start-up, et on rachète quand même des boîtes qui étaient très légèrement rentables, par exemple, qui sont par exemple en province, qui ont un produit hyper spécifique. Donc évidemment, nous, on est un acteur leader de la paye, donc on rachète aussi des choses, entre guillemets, qui pour tout le monde, nous, on ne serait pas sexy, par exemple, des trucs de reporting DSN, des trucs de reporting précis de paye, etc., qui sont souvent des boîtes qui ont potentiellement 10-15 ans d'existence, qui sont rentables, qui sont, je vais prendre un exemple, par exemple, cet exemple-là, ils étaient à Montpellier, super boîte, et en fait, et donc qui vont pas du tout être dans ce même cycle, qui vont pas avoir de VC, qui vont avoir un process de rachat qui est beaucoup plus simple en fait, en vrai, etc. Donc, on rachète de la startup. Moi, j'arrive effectivement par rachat aussi dans le groupe, donc où j'ai revendu Genji, donc une fintech à Silae. Mais effectivement, c'est pas toujours le cas. Nous, le profil type du rachat, il y en a deux, mais il y en a un qui est public, et en tout cas celui qu'on fait vraiment souvent, c'est effectivement du produit qui est adjacent pour nous et qu'on va réattacher dans notre offre, dans notre gamme. Sachant que, je précise, bon, c'est pas forcément, mais il y a un vrai problème de culture là-dessus, c'est que nous, Silae, on est une société qui est 100% indirecte. C'est-à-dire que on ne répond pas aux leads, on ne fait rien, on a des revendeurs, donc des partenaires qui en fait traitent ça, et c'est eux en fait qui font ça. Donc on est dans une approche où on rachète des boîtes qui sont quasiment toutes directes, parce que c'est le standard du marché SaaS. Ils ont des SDR, ils ont des account exec, ils ont des trucs, etc. Et donc de manière générale, même dans ce rachat, il y a une opération de culture qui est compliquée au-delà même du rachat. Donc je dirais que souvent, voilà, c'est ça. C'est vraiment des rachats pour le produit. C'est des rachats, donc ça nous intéresse pas du tout le sales et marketing de la Watt. Tout ça, non, mais si on est hyper direct, hein, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est le product, l'engineering, le support, parce que le support, évidemment, on coupe jamais sur le support, c'est hyper important pour nous, et on scale ensuite là-dessus, puisque en indirect, il faut quand même avoir une qualité de support qui est importante. Mais voilà, mais on est sur ce type de rachat. On a de plus en plus d'ambition sur des rachats avec vraiment des boîtes qui crachent un EBITDA non trivial.
On en a effectué certaines qui sont pas publiques, mais c'est important pour nous et c'est important pour nous dans une construction aussi européenne. Donc voilà, c'est un axe de travail pour nous. Après, il y a un point aussi peut-être qui est important, c'est que c'est vrai que, et ça je réalise maintenant, enfin, d'être parti de l'autre côté du miroir, c'est vrai que plus on rachète, plus on a de dossiers. Et c'est d'autant plus vrai à l'étranger où on n'est pas connu, dans des pays où on n'est pas du tout connu, où en fait vous rachetez un truc et tout d'un coup bizarrement vous avez plein de dossiers qui arrivent parce que toutes les boutiques M&A vous disent ah bah tiens, et finalement ils sont capables de mettre un ticket de je sais pas 20 millions, 30 millions, 4 millions, 50 millions, et donc effectivement on devient un peu bancable en fait aussi là-dedans. Et ça c'est un vrai takeaway aussi qui était intéressant pour nous. Mais donc voilà, donc classiquement produit. Et effectivement c'est ça qu'on score le plus, c'est toute cette diligence. Et pour reprendre ce que disait Alexandre, c'est que c'est vrai que pour nous, un deal est un deal. C'est-à-dire que on rachète une boîte parce que il faut imaginer que maintenant je suis salarié et il y a quand même un truc, c'est que quand vous faites un rachat, il y a quand même des gens qui font un bet en fait en interne là-dessus. Et vous savez comme moi qu'un bet de M&A, ça marche pas tout le temps. Il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes de trucs qu'on découvre, il y a des machins, il y a des choses, etc., etc. Donc à agréger, c'est compliqué. Et donc un deal est un deal. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on rachète une boîte 15 millions, où c'est vrai que, donc nous, on est 100% possédé par Silver Lake. Donc pour nous, voilà, on a une due deal, on a des process relativement clairs. Mais c'est vrai qu'un deal est un deal. Et c'est vrai que ça amène des problèmes aussi après quand ça marche pas. Et Dieu sait que c'est compliqué d'intégrer une petite boîte par ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était un peu très bien. Est-ce que de ta fenêtre, comment tu vois l'évolution des valos sur le marché des boîtes que vous rachetez depuis 12 mois? Donc il y a eu un grand coup, un peu de canif en 2023, mais depuis l'été dernier, est-ce que tu vois une stabilisation, une remontée Ouais. Alors. Là, c'est sûr qu'on n'arrive pas aux multiples d'ARR auxquels effectivement peut-être j'ai pu vendre dans le passé ou à certains trucs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine décote. Moi j'appelle ça un peu le Black Friday, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même vrai qu'il y a une décote. Après, effectivement, vous savez comme moi que chaque dossier est quand même très spécifique. C'est une grosse décote. Hein. Ouais, ça dépend. Si on a augmenté les prix avant, c'est pas une grosse décote. Mais non, le fait est que c'est vrai qu'il y a quand même un effet d'aubaine. Surtout si on donne un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est vrai que quand vous êtes vous-même un SaaS avec un multiple d'ARR pas dégueulasse et que vous rachetez des trucs à 2 fois moins que votre multiple d'ARR, c'est relutif, quoi. Donc c'est vrai que il faut juste pas se rater sur l'intégration, sur les trucs et tout. Évidemment, faut pas que ça aille à la casse. Mais c'est vrai que il y a moins d'ambition là-dessus. Nous, en fait, je dirais que ce qui est compliqué, c'est surtout ceux donc on voit qu'on rachète qui étaient en B+, en série B+, qui allaient faire une C, qui pouvaient pas faire une C, etc. Qui pouvaient pas. Qui, en tout cas, avec les conditions de marché, c'était compliqué et la sortie est intéressante pour tout le monde, pour les actionnaires historiques, pour les dirigeants. Je dirais que ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, même avec des taux de multiples corrects, vous avez tous les BSPCE qui sont out of money. Et c'est vrai que vous avez des effets où vous devez, en plus de votre achat, faire des packs de rétention, faire des earn-out, structurer des earn-out sur le management. Donc, c'est hyper compliqué en fait. Donc, vous payez 2 fois, d'une certaine manière. Et donc, il faut arriver à trouver ces deals. Et ces deals, ils sont pas, c'est pas impossible, hein, évidemment, il faut le faire. Parce que surtout, quand vous rachetez pour le produit, vous rachetez pas pour l'ARR. Donc, vous avez vraiment, vraiment intérêt à ce que les gens y restent, ils soient productifs et ils attachent. Parce que sinon, ça veut dire que vous venez de perdre X dizaines de millions d'euros. Donc, je dirais qu'il y a ce vrai souci. Il y a ce souci aussi qu'effectivement, pour les salariés, en plus, vous êtes dans des cultures un peu start-up sur certains, donc ils se sont fait des idées de ouf sur le BSPCE, donc ils pensent qu'ils vont être millionnaires alors qu'ils ont 24 ans et voilà. Et donc c'est vrai que vous avez un peu d'effet déceptif. Voilà, donc il faut arriver à remotiver ça, il faut arriver à remettre des structures de bonus, des structures d'earn-out qui font que tout le monde en fait s'y retrouve. Et ça, je dirais que ça c'est le gros truc. Après, un bon dossier est un bon dossier. Et dans tous les cas, quelqu'un qui poste une croissance saine, où on sait qu'effectivement, à très court terme, on peut les passer neutres,
ils seront jamais à nos niveaux d'EBITDA. Donc de toute manière, bon, ça sera toujours dilutif. Mais si on arrive à les faire au moins arriver à break-even, on sait que ça peut être un deal intéressant pour nous. Et sans aller trop dans le détail, calculer un earn-out quand tu rachètes une boîte purement techno, ça doit être. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ouais, ça doit pas être facile. Ouais, c'est pas facile, sachant que. Tu peux dire un mot, juste un mot. Ouais, de façon générale, et évidemment, mes vues ne reflètent pas mon employeur ni Silver Lake. Le fait est que d'habitude, c'est vrai que voilà, on structure sur de la croissance d'ARR, etc. Bon, évidemment, quand vous avez plus les sales originaux des mecs, on va pas aller poster, vous n'allez pas aller mettre un earn-out sur 30% de croissance ou 50% de croissance, etc. Donc, c'est des earn-out qui sont très compliqués. Nous, c'est sur des pourcentages, en gros, d'attachement produits dans une gamme. Mais c'est chaud. Donc, je dirais que ça se rapproche de certains types d'earn-out dont j'ai pu parler avec des amis qui sont sur des marchés américains où, en fait, ils se font racheter par des gros et où, en fait, ils ont des timelines hyper durs pour s'intégrer. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, dans 6 mois max, c'est generally available sur telle ligne, etc. Sinon, tu as tout perdu. Enfin, et donc, c'est des earn-out où, c'est vraiment du jeu vidéo, quoi. Ils jettent des matelas entre les benches et ils disent aux mecs, tout le monde dort ici, il faut qu'on prenne l'argent et tout. Enfin, donc, nous, on est peut-être trop européens, on n'arrive pas à être à ce point dur, je pense, là-dessus. On y vient quand même parce qu'à un moment, nous, le temps passe et on est quand même, les quarters deviennent toujours plus difficile à atteindre avec ces pourcentages de croissance. Donc c'est important de faire. Donc, on structure vraiment des choses qui sont vraiment basées sur de l'attachement, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et les fondateurs comprennent pas bien au moment où ils vendent. Ils comprennent qu'après. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à être un peu au milieu. Parce qu'eux, ils disent, pourquoi vous ne structurez pas sur de l'ARR, en fait, sur la croissance d'ARR. C'est vrai que ton ARR, même si je sais pas, ils font 5 millions, 8 millions, 10 millions d'ARR, en vrai, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais pas vraiment, en fait. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, je voudrais passer, voir le sujet sous un autre angle et passer la parole à Benjamin May, qui est avocat chez Aramis. Alors, j'ai quelques questions, Benjamin. La première, c'est pour une start-up qui envisage de s'adosser à un fonds ou plutôt un corporate pour son développement. Quels sont les points de différence ou de vigilance que tu aimerais indiquer aux entrepreneurs avec ton prisme juridique ? Je crois que déjà, il y a des conseils qu'on peut donner qui sont communs aux deux approches. Deux conseils un peu de bon sens au départ, quand on est au démarrage, quand on est en phase seed, il faut faire simple. Il faut faire simple, notamment sur les aspects corporate. Passez pas des mois à négocier un pacte, dépensez pas des fortunes de conseils à négocier un pacte. Tout ça va être déchiré dès que vous passerez devant un comité d'investissement d'un fonds ou dans des négociations avec un corporate. Voire même, si vous avez fait trop compliqué, ça va potentiellement poser des problèmes pour les gens qui peuvent être intéressés par une prise de participation. Donc faites ça. On est dans un univers qui est relativement standardisé, donc reposez-vous sur des professionnels, ils connaissent. Il y a 2, 3, 4 points à arbitrer, pas plus, et après il faut avancer et mettre ça de côté. L'autre conseil, je pense, commun aux deux approches, surtout quand on est au démarrage et qu'on n'a pas encore prouvé la pérennité ou la solidité du business model, c'est de toujours avoir la vision de valoriser les incorporels. Alors les incorporels dans le monde de la tech, ça peut être les logiciels, ça peut être les data. Il y a des outils de protection. La protection, ça fait partie des stratégies de valorisation. C'est pas toute la stratégie de valorisation, mais il faut l'avoir en tête. Alors je vous glisse simplement un mot parce que dans le monde de la tech, on n'y pense jamais. C'est les brevets. Je fais de la propriété intellectuelle dans mon activité d'avocat. Croyez-moi, on peut breveter beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine quotidiennement. On peut breveter de l'IA, on peut breveter des logiciels. Donc pensez-y. C'est une valeur incorporelle importante au stade des levées. Sachant que quand les investisseurs, les fonds en particulier, vont venir vous voir, si vous n'êtes pas encore break-even, et la plupart du temps ce sera le cas à ce stade-là, ils vont vouloir se raccrocher à des choses concrètes, à des choses qui sont solides dans l'organisation. Typiquement, la valorisation des incorporels, ce sera une des choses auxquelles ils vont se raccrocher. Et moi, je vois les choses par l'autre bout de la lorgnette. Je parle beaucoup avec des fonds et les fonds me disent, mais nous, on voudrait investir, on trouve pas assez de cibles. Donc, on a l'impression parfois que l'offre et la demande ont du mal à se rencontrer. Et quand on a une vraie politique de valorisation des incorporels, c'est plutôt aidant de ce point de vue-là pour rencontrer l'offre de financement. Et quand je parle d'incorporel, puisqu'on parle de fintech ce matin, évidemment, on est dans un secteur d'activité où il y a une question d'accès au marché.
L'accès au marché, ça peut passer dans le secteur des fintech ou de la surtech par des licences. Et les licences, ça fait partie des actifs incorporels qui donnent une énorme valeur au démarrage. Je vois beaucoup de nos clients dans le secteur des fintech qui essayent de trouver toutes les parades possibles pour éviter d'avoir à passer par la case licence, parce que évidemment c'est long, c'est coûteux, etc. Mais enfin, souvent, au bout d'un moment, on leur dit mais arrêtez de tourner autour parce que vous vous créez des limites et des barrières. Ayez une vision strat à plus long terme, ayez confiance, passez par la case licence, ça va donner une valeur considérable à votre entreprise. Après, entre levée et cédé, bon, il y a des ressemblances, il y a aussi beaucoup de différences. Alors, si je mets de côté, on les a entendues, les questions de trajectoire personnelle des fondateurs qui ne sont pas les mêmes, selon qu'on lève ou qu'on cède. C'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, on constate que si on s'adosse à un corporate, on est plus dans une logique industrielle. Donc, souvent le deal est beaucoup plus long à sortir. Deuxièmement, il va être plus complexe parce qu'il ne va pas se limiter à un SPA. On va pas juste céder le capital, on va certainement avoir un certain nombre d'accords de distribution, de services de transition. Tout ça, ça va devoir se mettre en place en parallèle. Et puis, fondamentalement, il faut répondre à une question, c'est qu'est-ce qu'on cherche ? Quel est le meilleur accélérateur du business plan ? Et ça peut être du cash, c'est vrai, si on lève auprès d'un investisseur financier, mais ça peut aussi être des synergies. J'ai entendu le mot prononcé tout à l'heure. Ces synergies, c'est presque de l'apport en nature. Quand vous êtes une fintech et que vous vous adossez aux forces de vente et à la force de frappe internationale d'une banque ou d'une assurance, évidemment, ça vous économise en quelque sorte tout ça et ça vous donne un time to market bien meilleur. On en parle moins, mais l'IT est un véritable sujet aussi, puisque on est dans un secteur où il y a de plus en plus de réglementations cyber, le fameux DORA, Digital Resilience, qui vient d'entrer en vigueur, qui s'applique dans toutes les activités réglementées. Ça coûte très cher. Et si vous pouvez vous reposer sur les SI compliant d'un grand corporate, évidemment, vous allez gagner beaucoup de temps aussi. Donc, on est vraiment sur deux projets assez différents, avec des timings différents, avec des valos différentes, ça a été dit. Et à vrai dire, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va le mieux accélérer mon BP ? Super. Merci beaucoup, Benjamin. Bon, je vois que l'heure maintenant est venue de faire un petit tour de conclusion. Lucille, est-ce que tu as des questions qui arrivent après ? Ou donc, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour la conclusion. Alors, je voulais vous tendre 2 perches à chacun dans la conclusion. Si vous pouvez y répondre à 2 questions, c'est d'abord, est-ce que la fintech est encore l'un des thèmes favoris des investisseurs, à votre avis ? Et deuxièmement, un conseil à donner aux entrepreneurs qui cherchent à développer leur croissance en 2024 vis-à-vis du financement. Voilà. Peut-être Nicolas, tu peux commencer ? Oui, alors merci merci à nos 4 experts qui, au final, représentent assez bien de ce qu'on observe sur le marché. Alors, c'est pas pour démoraliser notre auditoire, mais malheureusement, toutes les sociétés ne sont pas comme Greenly. On passe 100 fonds qui grattent à la porte, donc les opérations sont un peu plus complexes à mener. Donc, pour répondre à ta première question, oui, la fintech est toujours un secteur qui intéresse. Il y a eu un ralentissement sur 2022, fin 2022 et 2023. Aujourd'hui, on observe quand même que le marché reprend des couleurs. Donc, une de tes premières questions, c'était est-ce qu'on est optimiste ? Oui, on l'est, et la fintech est un secteur qui restera très attrayant. Et puis ensuite sur les conseils, là c'est le conseil d'un banquier d'affaires, c'est quand on souhaite lancer une opération, nous ce qu'on conseille à nos prospects et futurs clients, c'est de ne pas trop s'enfermer dans une typologie de deal. Notre métier, c'est d'aller chercher les meilleures offres du marché et ensuite les mettre en concurrence. Donc nous, on préfère orienter des clients sur des schémas qu'on appelle de dual track. Donc on va contacter les financiers et les industriels en même temps. Et ensuite, ce sera aux dirigeants de l'entreprise de faire son choix en ayant connaissance de toutes les offres du marché. Très bien, merci Nicolas. Alexandre ? La fintech restera la fintech et comme dans la tech, il y a toujours de la technologie, dans n'importe quelle start-up, il y a toujours de la finance. Donc, on va avoir effectivement d'autres idées, notamment avec l'intelligence artificielle et d'autres de fintech qui vont continuer à se créer. Moi, je vais insister beaucoup sur effectivement le conseil aux entrepreneurs parce que j'arrive à un certain âge, donc je voudrais passer la main à un moment donné. Et je trouve que effectivement,
parfois il y avait des conseils de dire quand l'argent est là, il faut le prendre. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à cette approche-là, notamment avec la période qu'on vient de vivre. Je pense qu'il y a plusieurs moyens aujourd'hui de financer son entreprise. Le premier, effectivement, s'il y a des fonds intéressés et qui mettent à la fois les conditions et que ce soit la Valo ou le pacte, il faut faire le bon deal et pas n'importe quel deal. Mais il y a les corporates. J'en ai fait un et je l'ai expérimenté dans le bon et parfois le challenge d'un deal avec un corporate. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier. Moi, j'insiste là sur un autre type de deal et je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Ils peuvent mettre des moyens en commun à la place de se lancer chacun de son côté, notamment dans les périodes difficiles. Essayer de faire une sorte de JV, de JV. Il y a des moyens qui peuvent se mettre en commun. Alors avant, il y avait style incubateur, accélérateur qui prennent des participations, mais même des entrepreneurs entre eux, ils peuvent créer ce genre de choses. Et j'irai plus loin. C'est de se dire aussi, à un moment donné, moi je préfère avoir 20% d'une société qui vaut 100 millions que 50% d'une société qui vaut 10 millions. Donc là aussi, réfléchir, pas seulement à dire c'est une question effectivement de pouvoir et de gouvernance, mais une question de BP, une question de croissance, de développement, de partage d'expérience, de partage de moyens. Ok, merci. Donc beaucoup de réalisme alors. Ok. Ouais. Alors la première question, est-ce qu'il y a encore des potentiels pour les fintech? Moi, j'élargirais un tout petit peu parce que comme on est dans le reporting extra-financier, en tout cas en Europe, que ça, les obligations s'étendent. En fait, il y a une sorte de fusion de la sphère de la fintech avec, enfin, du financier et de l'extra-financier. Le directeur financier, si peut-être c'est le même client, maintenant il a un besoin de compliance non seulement sur les comptes de son entreprise, mais aussi de plus en plus sur l'impact de son entreprise. Et là, les possibilités, et même pour les nouveaux entrepreneurs, sont énormes. Donc nous, on s'occupe du carbone, il y a plein de choses, mais si vous regardez dans le détail ce qu'est la CSRD, ils vous demandent de faire du reporting sur la biodiversité, il n'y a rien du tout là-dessus de structuré, sur énormément de choses. Donc je pense que la notion de fintech s'élargit. Et donc que ce soit en treasury ou en maturation de choses existantes, à mon avis, si je devais recommencer un parcours entrepreneurial aujourd'hui, je serais assez optimiste sur les opportunités, en tout cas dans le domaine élargi de la fintech. Et deuxième question, un conseil. Alors ça, n'écoutez pas trop les conseils, je pense. Ça serait le premier. Et parce qu'on vous dira toujours que c'est impossible, ça marche pas, etc. Et deuxième conseil, en l'occurrence pour des histoires de levée, faut toujours avoir un plan B, quoi. C'est-à-dire si ça marche pas avec les fonds, faut être capable de le faire tout seul. S'il y a un fonds, faut en avoir un autre sous le coude. Si vous faites une levée, faut quand même contempler l'idée d'un rachat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un rapport de force et que si vous avez qu'une offre, il va rien se passer du tout. C'est toujours une enchère. Donc il faut avoir un maximum d'options. Et dernier conseil, moi j'aurais pas réussi sans les bonnes personnes en interne pour m'aider. En l'occurrence une super CEO, et donc ça aussi pas tout gérer soi-même si on est CEO, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc effectivement, ton conseil rejoint celui de Nicolas sur l'intérêt d'avoir plusieurs fers au feu. Voilà. Benjamin? Je vais répondre. Il y a des conseils qui vous disent que ça va bien se passer aussi. Hein, ça peut arriver aussi, et il faut essayer de les trouver. Moi, je sais pas si je fais partie de cela, mais en tout cas, je fais partie des gens optimistes. Je pense que les bons dossiers, les dossiers solides, aujourd'hui, ils trouvent preneurs sur le marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt dans une rareté des bons dossiers, alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup d'argent à investir, même si la conjoncture est un peu différente aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans. Donc, il n'y a pas de raison d'être pessimiste aujourd'hui. Ensuite, le conseil principal, c'est
c'est d'anticiper. Tout ça se fait pas du jour au lendemain. On a entendu qu'il y a des levées qui ont été assez vite. Les ordres de grandeur calendaire qu'on a entendus sont plus rapides que la moyenne. Il faut l'avoir en tête. Donc, si vous risquez d'être short en cash d'ici un an, les questions, il faut se les poser évidemment aujourd'hui. Et dans les questions à poser, il y a effectivement la prospection pour pas vous retrouver en situation de mono-sourcing ou dual sourcing parce que vous n'allez pas bien vous en sortir mécaniquement. Et puis, vous avez tout un tas de sujets à anticiper en interne. Il faut que votre gouvernance soit propre. J'ai parlé de pas rentrer dans la complexité tout à l'heure. Il y a quand même quelques checklists dans votre pacte à déminer avant sur les minoritaires, sur l'information, etc. pour avoir un dossier propre. Un dossier propre et un business avec des incorporels solides. Et en principe, ça va bien se passer. Super. Merci, Benjamin. Pierre ? Alors sur la première question, donc moi je trouve qu'effectivement les fintechs sont encore très hautes en fait pour une raison simple et je vais faire différemment, mais je pense que quasiment tous les corporates réfléchissent de plus en plus et l'ont commencé à fintechiser toutes leurs offres parce que c'est généralement une manière d'attacher un revenu significatif à des offres existantes. Donc de façon générale, je pense que sur beaucoup de choses qui sont embeddables dans une offre corporate, la transaction peut se faire. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est que moi, alors je vais peut-être prendre un peu contre-pied. Moi, je pense que quand on peut s'aider sur des choses qui sont life-changing, personnellement, il faut le faire. En fait, à un moment, on est tous un peu peut-être très français. Je sais pas pour vous ou autre. On a toujours ce côté bon élève, on a toujours été premier, on a été en prépa, on a été fait une école d'ingé. La réalité, c'est qu'à un moment, faut penser un minimum à soi quand même. On en a pas mal, c'est dur. Alors, je veux dire, moi, j'ai fait 3 boîtes, c'est compliqué. Et quand même, généralement, c'est 7 ans jusqu'à la session. Enfin, en tout cas, c'est à peu près 7 ans à chaque fois. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, voilà, le changement de vie, c'est le changement de vie, quoi. Donc, en fait, faut savoir ne pas forcément écouter la sirène de la next step, de se dire on va aller au Nasdaq, etc. Peut-être pas. Et voilà. Mais bon, c'est my two cents. Et évidemment, chacun fera comme il veut et c'est ça qui est marrant. Voilà. Bon, merci beaucoup. Beaucoup de bon sens dans ces conclusions sur différents plans. Lucille, je pense que on est vraiment dans le timing sur la fin. Est-ce qu'il y avait pas mal de questions de personnes en ligne? Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont remontées? Ouais. Bonjour à tous. Je me présente, Ayoub Elab, directeur des partenariats chez Agicap, une des grosses fintech en France, et puis aussi en parallèle entrepreneur. Alors dans un autre business du voyage, mais toujours intéressant d'entendre vos retours. Merci pour cet échange. J'avais 2 questions. Une première plutôt en direction d'Alexandre, peut-être même Alexis. On fait la différence entre PE, corporate. On a parlé aussi de gouvernance. Je sais que côté fonds d'investissement PE, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle d'operating partners, une fonction qui nous vient du monde anglophone, anglo-saxon. Est-ce que dans le cadre de ces investissements où ils vous ont accompagné en termes de cash, ils vous ont aussi proposé des profils pour vous accompagner sur différents points? Donc ça, c'était ma première question. Et puis une deuxième question, plutôt en direction de Pierre pour le coup, mais bon, vous pouvez tous répondre, hein. Nous, chez Agicap, on dit que le cash, c'est le nerf de la guerre en termes de pilotage de société. Quand on investit, il faut sortir du cash. Quand on rentre du cash, il faut aussi pouvoir le gérer. Comment vous faites aujourd'hui en termes de fonctionnement? Voilà, mes 2 questions. Alors, sur la première question sur l'operating partner, je pense que c'est indispensable. L'ayant vécu avec les deux, clairement, de toute façon, on est entrepreneur, on a l'énergie, on a l'enthousiasme, on a l'idée, on a l'équipe derrière, et on peut essayer de cartonner, mais on a besoin d'expérience, on a besoin aussi qu'on nous ouvre les portes. Alors, côté PE, avant, tout le monde nous vendait des rêves.
Et quand on est arrivé à la réalité, il y avait moins je dirais de valeur ajoutée. De plus en plus, ils se sont rendus compte que c'est indispensable, pas seulement pour aider l'entrepreneur, mais aussi pour faire les bons deals et assurer une croissance. Donc, il y a des développements aujourd'hui, effectivement, où ils vont chercher des gens expérimentés pour les proposer aux fondateurs et aux startups ou aux entreprises. Côté corporate, c'est moins évident. Ce qu'ils apportent, c'est certes cette expérience ou cette expertise, mais à travers leur filiale, leur directeur. Donc c'est pas une implication. En tout cas, moi personnellement, je le refuse de devenir opérationnel. Donc on est bien dans la gouvernance avec des règles du jeu bien claires, avec un cadre bien clair. Mais pas impliqué dans l'opérationnel. En revanche, je travaille bien avec leur filiale et là, on a toute l'expertise nécessaire là-dessus. Je dirais un mot sur le cash, mais la question n'était pas pour moi. C'est vraiment le sang dans le cœur. Donc, il faut absolument gérer ça d'une manière ou d'une autre. Ne pas attendre. Moi, je suis 100% d'accord. Ne pas attendre 6 mois avant de se poser la question. C'est 1 an avant, voire plus. Ouais, nous, les VC, il n'y a pas vraiment de notion d'operating partner. Par contre, on a quand même une problématique de passer de 10 à 100 millions et donc oui, il faut senioriser des équipes de vente plus grands comptes, etc. Donc je ressens quand même le manque de certaines fonctions chez nous. Et ils nous aident, mais c'est pas institutionnalisé, c'est plutôt le réseau, etc. Peut-être que c'est une phase normale, mais en tout cas, donc c'est mon problème à résoudre plutôt que celui des VC là. Et je vais répondre quand même aussi à la première question. Donc nous, pour le coup, étant complètement possédés par un fonds de private equity, pour le coup, on a des operating partners de Silver Lake qui sont là. Ils sont, et je vais pas faire de promo puisque de toute façon, dans tous les cas, ça n'a pas de sens, mais ils sont très bons. Je crois qu'il y a un vrai avantage dans les fonds de private equity, en tout cas, effectivement, certains d'avoir des gens qui l'ont vu les mêmes situations dans 10 boîtes de portefeuille avec des ARR. Quitte à avoir même des ARR 2 fois, 3 fois supérieurs. Donc, je pense qu'il y a un vrai avantage et ça, c'est le premier truc. Sur la gestion du cash, après, moi, j'avoue, je suis patron du product, donc je fais pas du tout de gestion de cash. On a un CFO, on a une équipe qui fait ça très bien. Et par ailleurs, si je réponds à nouveau, c'est vrai que étant en private equity, le cash, c'est probablement le truc le plus regardé tous les jours. Donc, c'est un sujet hyper important. Lucille, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, écoutez, on est 1 heure, on est pile poil. Voilà. Donc, merci encore à tous. Merci beaucoup. J'ai eu l'impression que c'était très, très riche, très dense et très intéressant. Le replay je m'adresse à Gamer, et le replay sera disponible d'ici quelques heures sur notre chaîne YouTube. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.